Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Nous sommes le 16 décembre 2013, il est 15h17 et c'est clairement la dernière semaine qui compte sur le plan de la conjoncture économique. Pourquoi? Parce que mercredi, bien c'est tout simplement le dernier rendez-vous, la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, donc la dernière réunion du FOMC, sous mandat de Ben Bernanke. Alors c'est à la fois vrai et faux, puisque Ben Bernanke dirigera aussi le FOMC du 29 janvier 2014, sauf que celui du 29 janvier 2014, c'est le FOMC de la passation de pouvoir entre le président actuel Ben Bernanke et la vice-présidente actuelle, future présidente à partir du 1er février 2014, Janet Yellen. Donc on va revenir d'ailleurs sur ces deux dates, voire même ces trois dates, puisque trois dates font débat pour savoir quel sera le timing de déclenchement du tapering, la réduction, le ralentissement du programme d'achat d'actifs, notamment d'obligations du Trésor, par la Réserve fédérale des États-Unis. Mais il ne faut pas se projeter trop rapidement dans le futur. On parle beaucoup du mercredi 18 décembre, mais mardi 17 décembre est aussi une journée, une séance qui compte sur le plan de la conjoncture, et on va expliquer ici pourquoi. Alors, vous avez déjà parlé ce matin des marchés avec Adrien, vous avez parlé des marchés avec Nicolas, je vais aussi vous donner mon point de vue sur un certain nombre d'actifs, mais comme d'habitude, prenons un peu de recul fondamental pour remettre les choses en perspective. Tout d'abord un point sur la saisonnalité du CAC 40. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà pu lire ici dans cette analyse. On va zoomer, mais je revenais simplement en fait sur ce qu'on appelle la saisonnalité. Alors la saisonnalité d'un indice, d'un actif financier, c'est quoi? C'est concrètement comment ce que en moyenne, dans une période temporelle bien précise, alors on peut prendre un mois, un trimestre, peu importe, un actif se comporte. La saisonnalité mensuelle du CAC 40 et notamment la saisonnalité du mois de décembre. En moyenne, quelle performance l'indice CAC 40 nous délivre au mois de décembre? Eh bien en moyenne, sur les 10 dernières années, comme vous le voyez ici, le CAC a enregistré une croissance au mois de décembre de 2,52%. Donc en moyenne 2,52%. Et si vous prenez les 10 derniers mois de décembre, dans 80% des cas, le CAC a fini dans le vert. Dans le vert, c'est-à-dire que le cours d'ouverture du mois de décembre est inférieur au cours de clôture du mois de décembre. Donc pour cette année, l'ouverture a eu lieu le 2 décembre et la dernière séance du mois de novembre en cours de clôture c'était 4297 points. La dernière séance ce sera précisément le mardi 31 décembre, ce sera la dernière séance de l'année. Donc ce matin, lorsque le CAC valait 4060 points, l'indice CAC 40 perdait donc depuis le début du mois de décembre 5,63%. Pour revenir à zéro, il faut donc revenir à 4300 points. Et dans ce cas de figure-là, où le CAC rejoindrait dans le cadre d'un rebond technique 4300 points, on va essayer de voir si c'est possible, l'indice reviendrait à peine à l'équilibre. Donc, quoi qu'il arrive, nous allons avoir un mois de décembre 2013 qui sera un des plus mauvais des dernières années. Est-ce que ce sera le plus mauvais? Alors je sais pas, vous voyez qu'en décembre 2008 on a perdu 1,34, en décembre 2007 on a perdu 0,71, on sera peut-être, on aura peut-être un mois de décembre à peu près équivalent à ce qu'on avait pu faire peut-être en décembre 2008, car au fond on a fait un point haut sur le CAC 40, vous le savez, à 4354 points, on a fait peut-être là un point bas annuel à 4040 points, tout simplement parce que ces deux dernières semaines de l'année sont probablement les moins denses en termes de volume de transactions. Beaucoup d'opérateurs sont déjà partis en congé, en tout cas les mains fortes dans un certain nombre de salles de marché. Bref, on a probablement un rebond technique qui peut et qui a déjà d'ailleurs commencé à se mettre en place, et d'ailleurs les indicateurs de momentum permettaient de voir venir le mouvement avec beaucoup de divergences entre indicateurs de momentum et tendance. C'était pas propre au CAC 40, c'était sur d'ailleurs tous les indices actions européens. Et puis la nuit dernière, un bon chiffre économique chinois, des mèches basses sur les indices actions américains. Bref, on a un marché de rebond technique. Jusqu'où peut-il aller? On va essayer d'en parler. Donc voilà, je voulais commencer par ces données de saisonnalité. Alors ça se trouve sur le site d'LIFX, si ce tableau vous intéresse, ou dans l'historique de mes analyses. Donc ça c'est une première chose. Alors on passe rapidement justement en revue cet indice CAC 40 en temps réel, comme ça
On en finit avec ce sujet du CAC. Alors, je vous ai parlé de divergences, elles sont où? Alors, entre momentum et prix, vous l'aviez ici sur l'indice, sur le RSI par exemple. Hein. Divergence entre le creux de marché du 5 décembre et le creux de marché du 12 décembre. Donc, elle était potentielle depuis jeudi dernier. Aujourd'hui, elle devient active. Je pense que l'indicateur peut se reprendre ici jusqu'au niveau des 50. Quant au prix, eh bien, première résistance 4150 points. 4147 points pour être précis. N'oubliez pas hein, de jeter un œil à la moyenne mobile à 20 jours qui tombe, qui a désormais une pente descendante, qui va bientôt couvrir les cours. Et je pense que lorsque cette moyenne mobile rejoindra les cours, eh bien, elle fera naturellement office de résistance. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur les indices européens, c'est que partout on avait ces divergences positives entre momentum et cours. Les moyennes mobiles à 20 jours sont descendantes sur tous ces indices. Nous les rejoignons, avec bien sûr un indice allemand DAX 30 qui lui est plus fort. N'oubliez pas aussi d'avoir toujours un œil sur l'indice Eurostoxx 50 qui lui, eh bien, je pense, peut se reprendre en direction des 3000 points. Donc 4150 points pour l'indice CAC 40, 3000 points pour l'indice Eurostoxx 50. Vous avez aussi les 9225 points pour l'indice allemand DAX 30. Ce sont les premières cibles. Première cible de ces divergences positives. Ensuite, observons à ce moment-là le comportement des cours lorsque nous aurons rejoint ces premières résistances. Pour ma part, je n'ai aucune position longue là sur ces indices. Adrien, par contre, lui a bien attrapé les points bas, notamment sur le DAX vendredi dernier. J'ai fait pour ma part un solde de la moitié de la position vendeuse, celle qui a été ouverte ici le 7 novembre à 4341 points, avec un stop de protection désormais placé à 4251 points dans le cadre de cette position négative de moyen long terme. Donc je laisse ce marché rebondir, souffler, après eh bien 2 semaines donc de consolidation. Donc un marché action dans une phase de rebond technique, aussi permis par, alors Wall Street va ouvrir dans 5 minutes, mais les contrats à terme permettaient déjà de se positionner. Nous avons notamment l'indice Dow Jones qui la semaine dernière a bien rebondi sur un support hebdomadaire. Et là, je vous invite, vous pouvez le faire, je vous laisse le faire d'ailleurs, chargez vos graphiques en données hebdomadaires des indices américains, S&P 500, Dow Jones, vous verrez qu'on a rebondi sur des supports intéressants, notamment là les 15 660 points sur l'indice Dow Jones. Ces indices américains sont de toute façon plus forts que les indices européens. Ils ont tenu le choc, le Dow a tenu le choc, le S&P 500 lui aussi a tenu le choc, avec eh bien, une tentative de cassure ici des 1775 points réintégrés avec là une belle mèche basse. Je ne sais pas, absolument pas ce qui va se passer sur ces indices US. Peut-être ont-ils la force de rejoindre ici leur récent sommet. En tout cas, ce n'est en aucun cas des indices qu'il faut vendre et ce ne sont pas les plus faibles. Donc rebond technique sur les marchés actions européens, et je pense que là le CAC peut aller chercher 41-47 sans trop de difficultés. Les indices US aussi donc dans une phase de rebond technique. Alors maintenant abordons les grands catalyseurs, on reviendra au marché juste après, on reparlera naturellement de l'euro-dollar, vous inquiétez pas, mais pourquoi cette semaine est importante? Bon, vous le savez, on vous l'a répété, mais on va essayer d'être un peu plus précis. Alors, il est temps d'ailleurs de faire un petit tour sur le petit avertissement légal, hein. Vous pouvez en prendre connaissance maintenant, en guise de poursuite d'introduction. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine et au fond, qu'est-ce qui peut influencer le FOMC qui commence à se réunir demain, mercredi soir, c'est la décision, et c'est la conférence de presse. Et c'est aussi, on verra, des prévisions de croissance économique pour les États-Unis. Car oui, ce FOMC du 18 décembre a une particularité. Donc là, vous êtes en fait sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. On va essayer de zoomer, comme ça, ce sera bien clair pour vous. Et vous avez le calendrier des réunions du FOMC en 2013. Alors bon, il y en a déjà eu un certain nombre dernières. On va continuer de zoomer. Et donc là, nous sommes, regardez, au mois de décembre 2013, 17 et 18 décembre. Et vous observez tous ici un petit astérix qui vous explique que cette réunion du FOMC s'accompagne d'un résumé des projections économiques américaines par la Réserve fédérale des États-Unis. Donc c'est à la fois
mercredi, la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, et nous aurons aussi les perspectives économiques de la Réserve fédérale des États-Unis qui seront détaillées dans un document, et puis bien sûr avec aussi la conférence de presse de M. Bernanke à partir de 20h30 heure de Paris. Donc nous organisons en salle de trading, ce sera Adrien d'ailleurs qui l'animera à partir de 19h45, une émission spéciale justement dédiée à ces projections économiques des États-Unis par la Réserve fédérale des États-Unis. Alors je vous ai parlé de 3 dates. Pourquoi 3 dates? Pourquoi le marché est hésitant? Et pourquoi au fond c'est complètement partagé? Et surtout pourquoi cette date du 18 décembre a gagné en probabilité en faveur de ce scénario de réduction du QI3. Alors que c'était pas gagné il y a encore 2-3 semaines. Il y avait un consensus très très ferme en faveur d'une réduction du QI3 au premier trimestre 2014. Alors cette date du 18 décembre, elle n'est pas majoritaire, hein, mais elle a gagné en probabilité. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc 3 dates possibles. Notez bien, 18 décembre, c'est tout de suite, là, c'est dans 2 jours. Ok, première date. Et puis on va descendre, et cette fois-ci on se projette dans le futur. Et nous sommes là en 2014. Les réunions de 2014, il y en a 2 importantes. Celle qui commence le 28 janvier et qui se termine le 29 janvier 2014, et enfin celle qui aura lieu 18 et 19 mars 2014. Celle du 29 janvier est importante car c'est la conférence de presse de la passation. Alors je ne sais pas comment ça va s'organiser, est-ce que les 2 vont s'exprimer à ce moment-là? Aucune idée, mais en tout cas ce sera le dernier sous présidence officielle de M. Bernanke. Mercredi c'est donc l'avant-dernier. Et enfin celui du 19 mars, ce sera la première conférence de presse officielle de Mme Janet Yellen à la direction de la Fed, et elle livrera à ce moment-là aussi les projections économiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Voilà, donc concrètement, si vous observez un peu le rythme de ces réunions du FOMC, à intervalle de 2 réunions, vous avez des projections économiques. Donc vous avez bien retenu ces 3 dates, 18 décembre, 29 janvier et 19 mars. Ça c'est donc la première chose. Alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi le 18 décembre a gagné en force, et puis on va essayer de voir si déjà certains indicateurs de marché laissent présager un début de ralentissement de ce programme à partir du 18 décembre. Monsieur Bernanke, la Réserve fédérale des États-Unis, surveille, on va dire, 3 indicateurs vraiment importants. Alors, tout d'abord, bien sûr, la croissance économique, l'importance notamment de la consommation des ménages, car la consommation des ménages, c'est le cœur de la croissance économique aux États-Unis, et un baromètre a été particulièrement favorable ces derniers mois, l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Ça fait partie des agrégats économiques qui permettent d'illustrer la bonne tenue de la consommation des ménages aux États-Unis. Et clairement, si vous observez ce qui se passe ces 3 derniers mois, vous avez ici le taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis en rythme annuel. Donc alors ici, c'était les chiffres du mois de novembre 2013 par rapport à novembre 2012, octobre 2013 par rapport à octobre 2012, septembre 2013 par rapport à septembre 2012. Le rythme de croissance 3,4, 3,9 puis 4,7%. Bref, cette croissance s'est donc accélérée. Alors j'ai choisi moi là cet agrégat car il est au cœur de la consommation des ménages aux États-Unis pour vous montrer que la conjoncture économique américaine semble avoir gagné en dynamisme tout au long du mois, tout au long de l'automne en fait. Donc ça va en faveur, cette accélération de la reprise économique américaine va en faveur d'un ralentissement plus précoce des achats d'actifs par la Fed. Ça c'est donc la première chose. La deuxième chose qui peut jouer en faveur de ça, c'est bien sûr la levée des incertitudes budgétaires aux États-Unis. Nous n'allons pas revivre l'épisode du shutdown que nous avons vécu pendant 16 jours au mois d'octobre, puisque, comme vous le savez, la semaine dernière, la Chambre des représentants aux États-Unis s'est mis d'accord pour un vote du budget de l'État fédéral américain pour 2014 et 2015. Et demain, c'est le Sénat des États-Unis qui devra valider, voter à son tour cet accord bipartisan. Donc, à suivre demain, mais somme toute, normalement, ce Sénat américain devrait valider le vote de la Chambre des représentants, et nous aurons un vote finalement du Congrès des États-Unis en faveur de du budget de l'État fédéral. Donc, il n'y aura plus de ponction sur la croissance économique, par exemple, légère ponction qu'on avait eue lors de cet événement qui avait duré 2 semaines en octobre. Donc, au final, une conjoncture US qui continue de gagner en dynamisme,
lever des incertitudes budgétaires à confirmer naturellement demain, et finalement c'est peut-être pas un hasard si le vote a lieu demain, j'en sais rien, en tout cas 24 heures avant la conférence de presse de Ben Bernanke. Et enfin, n'oublions pas, en termes d'agrégat économique, la croissance économique, sa capacité à créer des emplois. Alors le marché du travail, et là je vous renvoie tous bien sûr aux derniers chiffres du taux de chômage aux États-Unis, ceux du mois de novembre, où clairement eh bien, vous observez la poursuite de la diminution du taux de chômage qui représente au mois de novembre 7% de la population active. Mais ce n'est pas terminé. Naturellement, l'inflation, cet agrégat qu'est l'inflation, et lorsqu'on parle de l'inflation, nous parlons de l'inflation à la consommation. Le CPI, c'est l'agrégat qui est retenu par les banques centrales pour surveiller l'évolution des prix. C'est comme ça, retenez ça. Dynamisme économique, on a vu notamment du côté de la consommation des ménages, bien illustré par les ventes au détail. Dynamisme, en tout cas dans les chiffres officiels, hein. N'allons pas au-delà de ce jugement, représenté ici par l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. Et enfin, n'oublions pas l'inflation. Alors l'inflation, je vous l'avais mis où? Je ne l'ai pas mis ici, bah c'est dommage, mais on va quand même en parler. L'inflation qui est importante. Alors pourquoi l'inflation? On va le surveiller parce que c'est demain justement, et on va aller dans le calendrier économique, que nous allons prendre connaissance du taux d'inflation aux États-Unis au mois de novembre. La Fed surveille un seuil de 2% en rythme annuel. Alors, lorsqu'on regarde les 3 derniers mois, nous sommes en deçà, autour de 1,70%. Mais à mesure que l'on se rapproche des 2%, eh bien, ça joue en faveur justement d'une réduction de ces achats d'actifs. Et comme vous l'expliquait Adrien ce matin, si jamais la Fed réduit ses achats d'actifs, peut-être qu'elle cherchera à compenser par d'autres mesures de politique monétaire, comme par exemple la diminution du taux d'intérêt des dépôts, celui qui rémunère les banques commerciales américaines qui laissent des fonds sur leur compte courant auprès de la Réserve fédérale des États-Unis, une diminution de 0,25 à 0,20 pour inciter justement ces dépôts à venir alimenter le crédit des agents économiques, entreprises, particuliers, consommateurs. Bien sûr, tout ça n'est qu'un scénario monétaire. Donc au final, croissance US qui repart, marché du travail qui s'améliore, une inflation qui tend vers ce seuil des 2%, et au final, un marché donc qui anticipe peut-être d'ores et déjà dès mercredi une réduction des achats d'actifs. En tout cas, c'est pour l'ensemble de ces raisons que le marché se projette. Alors, demain, je vous rappelle que c'est une journée importante, je vais juste aller hop, travailler le calendrier, et puis on va laisser les États-Unis, la zone euro. On décoche et on passe en importance forte, car demain, voilà pourquoi c'est important. C'était au fond l'objet de ce raisonnement que j'essaie de vous présenter depuis quelques minutes. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis demain à 14h30. Je vous propose justement ici une émission spéciale à partir de 14h15, car là c'est important justement, ces chiffres de l'inflation à la consommation aux États-Unis, plus on tend vers ce seuil des 2%, plus eh bien, ça milite en faveur d'une réduction précoce du QI3. Et bien sûr, le matin, nous avons ces mêmes chiffres en Europe à... Alors attendez, je vais vous les remettre puisque là je pense que ça a été décoché. Voilà. Demain, il y a le taux d'inflation définitif au mois de novembre en zone euro. Alors que vous devez retrouver ici, voilà, l'indice des prix à la consommation en zone euro en rythme annuel. Pourquoi c'est important? Alors, c'est important pourquoi? Car, rappelez-vous, et là j'en viens enfin au graphique de l'euro-dollar, revenons un peu dans le passé, qu'est-ce qui a expliqué ici fin octobre, le premier choc baissier de l'euro-dollar, c'était l'accélération du phénomène de désinflation, un taux d'inflation qui diminue. Ça, c'était en octobre. Et puis, fin novembre, il y a eu l'estimation rapide de l'inflation par Eurostat pour la zone euro, et là, le taux d'inflation est remonté de 0,8 à 0,9. Donc, ralentissement de la désinflation, en tout cas, bien sûr, ça a joué en faveur du rebond de l'euro-dollar. Si demain, le chiffre définitif devait contrarier l'estimation rapide qui a été publiée vers le 20 novembre, il y aurait forcément une réaction sur la paire euro-dollar. Plus que jamais, l'évolution des prix est importante pour la Banque Centrale Européenne, qui a récemment abaissé son taux d'intérêt dit de refinancement
de 0,50 à 0,25, mais par contre, je pense que pour l'abaisser de 0,25 à 0,50, il faudrait vraiment que le marché craigne un risque de déflation. Et il y a une différence importante entre désinflation et déflation. Ce sont deux phénomènes différents, mais le premier sert d'intermédiaire entre un taux d'inflation qui grimpe et un taux de croissance négatif des prix. Alors voilà pourquoi demain c'est une journée importante sur le plan de la conjoncture économique. Bon, quant à l'euro-dollar, d'un point de vue technique cette fois-ci, on en a parlé maintes et maintes fois, nous sommes toujours sous les 1,3830. On a formé un support vendredi à 1,37. Là finalement on est toujours dans ce canal haussier là depuis le 7 novembre. Est-ce que là on peut intervenir au niveau actuel des cours? Non, il n'y a strictement rien à faire. Si vente il doit y avoir de cette paire euro-dollar, sachant que pour jouer un scénario fondamental de baisse de l'euro-dollar, il faut attraper un bon point de vente avec l'analyse technique, il faudrait déjà aller rechercher les 1,3830, ce qui n'est pas là le cas. Mais pour ma part, c'est là que je chercherai à intervenir si la paire euro-dollar revient travailler ces 1,38, 1,3850, en tout cas dans cette zone-là. Si jamais, à plus court terme, les 1,37 sont rompus, la paire euro-dollar reviendra chercher les 1,3720, 1,3720, qui est vraiment le pivot horizontal des cours depuis début octobre, le point d'accélération baissière du 31 octobre, le point d'accélération haussière du 5 décembre, donc c'est 1,3620 qui est vraiment le niveau majeur à surveiller. Si ces 1,3620 doivent être rompus, eh bien là nous aurons un signal vraiment de baisse avec retour vers les 1,34. Mais pour l'instant, tant qu'on tient les 1,37, eh bien le scénario le plus probable, c'est que la paire revienne chercher les 1,3830. Et si jamais les 1,37 sont cassés, eh bien, la paire reviendra chercher les 1,3620. Et quant à moi, j'interviendrai à la vente, car j'ai une anticipation baissière sur cette paire-là pour 2014, mais d'un point de vue fondamental. Je vous ai proposé ce matin un graphique, je vais vous le remontrer ici. Alors attendez, je vais repasser plutôt sur le site pour vous le montrer, ce sera plus simple. Un graphique de l'euro index. Alors l'évolution de l'euro face à un panier de devises. Voilà, je vais vous le mettre en plein écran. Donc voilà, là vous avez l'évolution de l'euro index en 2013. Alors c'est intéressant parce que nous avons commencé ici l'année en 2013 et nous la finissons là. Donc finalement, l'échelle n'apparaît pas ici, hein, mais dites-vous bien que l'euro a gagné plus de 7% depuis le début de l'année. 7% de hausse pour l'euro sur le marché des changes, alors que c'est aussi l'année qui a vu la Banque Centrale Européenne confirmer son cycle baissier des taux d'intérêt, envisager de nouvelles mesures non conventionnelles, et pourtant l'euro a monté. Pourquoi? Car le marché s'appuie sur 2 trimestres consécutifs de croissance économique au sein de la zone euro. Le second trimestre et le troisième trimestre 2013 sont d'un trimestre à l'autre, en effet, des trimestres de croissance économique au sein de la zone euro, de taux de croissance positif de l'agrégat produit intérieur brut. Alors, très réduit, hein, 0,3, 0,1, mais voilà, c'est une rupture qui laisse présager, selon les projections économiques d'un certain nombre d'instituts, que ce soit la Banque Centrale Européenne, Eurostat, ou encore le Fonds Monétaire International, une année de croissance économique en Europe. Donc le marché s'est focalisé là-dessus et a été, vous l'avez vu, acheteur des actions européennes depuis le printemps dernier, et depuis le début de l'année, globalement acheteur de l'euro face à un panier de devises. Alors ce graphique de l'euro index vous montre que cette dynamique haussière de l'euro est encadrée au sein d'un canal et que finalement, au même moment où l'euro-dollar plafonne sous les 1,38, on a un euro index qui lui est à proximité d'un haut de canal. Enfin, après finalement un mât haussier, un second, on a encore eu un là, et puis là à nouveau, on a à nouveau des chandeliers d'hésitation dans un haut de canal. Bon, c'est un argument technique parmi d'autres, mais en tout cas voilà, pour vous montrer que nous sommes déjà dans plus de 5 semaines consécutives de rebond de la paire euro-dollar, et ça concerne en fait pas uniquement la paire euro-dollar, mais c'est l'euro absolu qui monte depuis 5 semaines. Ce n'est pas que la paire euro-dollar, l'euro est acheté par le marché. Peut-il encore monter plus haut? L'euro index dit attention. Oui, l'euro index dit attention, et il n'y a pas que l'euro index qui dit attention. L'euro-dollar dit attention. Mais il n'y a pas que l'euro-dollar. L'euro AUD dit attention. L'euro-yen dit attention. Alors bien sûr, ce sont des belles tendances haussières, absolument pas invalidées. Donc l'idée c'est de ne pas aller à contre-tendance, mais voilà, nous atteignons
un certain nombre de niveaux. C'est un peu comme les indices actions européens au mois d'octobre. Belle tendance haussière. On atteint des résistances extrêmes. On a eu un mois et demi de transition latérale avant de changer de tendance. Donc, l'euro AUD. Quel est le niveau important qu'on teste? Alors, forcément, la tendance haussière est impressionnante sur cet euro AUD, sauf que voilà où nous sommes. Hein. Nous sommes à regarder un peu le point gigantesquissime. Ce sont tous les bas de marché de 2005, 2007 et le point de rebond ici, impulsif de mai 2010. Voilà sous quoi donc se situe actuellement par exemple la paire euro AUD. D'ailleurs, en données hebdomadaires, le point est encore beaucoup plus précis, vous le voyez ici, et c'est le point haut de cette semaine du 15 mai 2010. Voilà où se situe donc l'euro AUD. Alors bien sûr, c'est puissamment haussier, mais l'idée, voilà, c'est que je n'écarte pas le scénario, par exemple, d'un mouvement de pullback sur 1,49 ou 1,50. Bien sûr, aucun signal pour l'instant n'est donné, mais je pense qu'il faut bien sûr surveiller cette paire. Et voilà, je pense que la cassure sur l'euro AUD des 1,53 déclencherait justement ce mouvement de prise de profit vers 1,51. Surveillons donc euro AUD, on a vu euro dollar sous résistance, l'euro GBP lui aussi. L'euro GBP a bien rebondi avec des prises de bénéfices sur la paire, sur la livre sterling, mais lui aussi, voilà, a presque atteint son objectif. Vous avez ici une belle oblique de résistance, c'est vraiment d'ordre technique, à la fois aussi un niveau horizontal ici qui se trouve à 84,70. L'idée en fait c'est de vous montrer un peu la convergence qu'on observe. On a un euro AUD haussier mais sous résistance majeure, un euro dollar, on en a parlé plusieurs fois, vous connaissez l'importance des 1,38, 1,38,50, un euro yen qui d'ailleurs comme à l'image des paires en yen commence à plafonner avec des divergences à nouveau entre momentum et prix. Alors je n'ai pas ouvert de position sur l'euro yen lorsque je vous ai proposé ces stratégies agressives de vente sur les paires en yen la semaine dernière. Pourquoi? Parce que c'est la plus forte de toutes. C'est une des plus fortes. En tout cas, j'appréciais beaucoup le short GBP yen et d'ailleurs je l'ai toujours et je laisserai le marché décider. J'ai une vente GBP yen ouverte donc à 169,27, stop 168,50. Si je dois me faire sortir à 168,50, eh bien c'est que le mouvement correctif ne prendra peut-être pas davantage d'amplitude. Je laisserai le marché me sortir en gain. USD yen, vente à 103,54, stop 103,50, idem. Si consolidation il doit y avoir, il faut vite faire de nouveaux points bas, donc je préfère sécuriser des gains en cas de rebond. L'euro yen, bien sûr, lui n'a cassé strictement aucun support, mais voilà, j'observe toujours ici cette divergence potentielle, toujours entre momentum et prix, ici entre l'indicateur technique RSI et les prix. Un signal serait donné donc en cas de cassure des 141. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas, alors on va passer en cours de clôture, que cette divergence vous saute bien aux yeux. Voilà, honnêtement, je pense que si on a une nouvelle incursion des cours vers les 142,20, 142,30, je tenterai une petite position. C'est vraiment de la contre-tendance, pure et dure. Il n'y a pas pire que ça. Mais c'est toujours la même façon. On peut avoir une tendance, elle est forte. La divergence souligne que le rythme va changer. Alors en effet, peut-être qu'on va simplement faire une consolidation latérale avant de partir plus haut. C'est tout à fait possible. Donc, je vous invite absolument pas à suivre cette stratégie. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas ouverte. J'attends un éventuel excès vers 142,20, 142,30. Par contre, en cas de cassure des 141,15, ici 141, en cours de clôture, là, je m'attends à une phase de prise de bénéfice en direction des 136. Mais nous n'en sommes absolument pas là pour l'instant sur cette paire qui reste extrêmement puissante, mais comptez sur moi pour la suivre et vous avertir si je décide d'agir dessus. Et pour l'instant j'ai fait le choix de euro yen, de GBP yen pardon, et d'USD yen, et d'ailleurs l'USD yen ça suit vraiment son cours. Alors stop 0 parce que là clairement nous avons 1, 2, 3, 4, 5, nous avons nos 5 jambes, nos 5 mouvements ici dans le cadre de cette figure en biseau ascendant. Alors une figure d'essoufflement en biseau ascendant sous une résistance majeure ici sur l'USD yen qui sont les sommets annuels. C'est-à-dire que on a donc une divergence entre poursuite de creux de top marginaux sur les cours.
des tops baissiers sur l'indicateur, une figure chartiste d'essoufflement en position sous une résistance majeure. Voilà un peu la synthèse que je fais. La vente a été ouverte à 103,54, stop 103,50, scénario confirmé en cas de rupture des 102,40. Pour l'instant, ça tient. Donc, eh bien, nous n'irons pas plus bas et je m'expose toujours à une sortie à 0. En léger gain, 4 pips, peu importe, symbolique. Sur cette stratégie, toujours, disons qu'elle peut être encore considérée comme agressive sur l'USD Yen, comme parfaitement couronnée de succès sur GBP Yen, car là nous avons 100 pips de sécurisé, et comme toujours extrêmement agressive sur Euro Yen, tout simplement parce que l'euro est toujours, de manière générale, dans une belle tendance haussière. Donc voilà, pour faire un peu la synthèse de ce que je pensais sur ces paires en Yen. Je vous rappelle cette semaine que la semaine ne s'arrête pas justement le mercredi 18, elle ne commence pas le mercredi 18. Rappelez-vous donc demain les chiffres de l'inflation aux États-Unis au sein de la zone euro pour le mois de novembre. Mercredi, vous savez ce qu'on attend. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon à 2h heure de Paris. Donc voilà, un événement qui impactera forcément la suite des événements sur ces paires en yens. Qu'est-ce qui pourrait faire que les paires en yens feraient de nouveau plus haut? Donc un yen japonais qui lui continuerait sa belle tendance baissière, celle qui a été initiée à l'automne 2012, et bien tout simplement une accélération ou un maintien des mesures non conventionnelles menées par la Banque centrale du Japon, puisque je vous rappelle que son taux directeur est à 0 depuis de nombreuses années, donc au niveau des outils monétaires classiques, elle ne peut absolument rien proposer de plus. Donc pour les paires en yens, je vous ai donné mon point de vue, la paire euro-dollar c'est fait. Le GBP USD, les autres paires, alors l'AUD, parlons de l'AUD justement, on en parlait d'ailleurs, faut-il acheter le dollar australien? Faut-il acheter le dollar australien? Belle question. Alors lorsque vous regardez par exemple l'AUD index, alors on va vous le mettre ici proprement, l'AUD index, donc le dollar australien face à un panier de devises, en effet, on voit qu'on est globalement sur support, les indicateurs sont en effet tout en bas, ne confirment pas les récents creux de marché ici en cours de clôture, sans pour autant parler de DI, mais on confirme pas. On a un AUD USD qui est donc au-dessus des 0,89, un euro AUD qui est sous résistance, mais voilà, on a quand même une tendance baissière sur l'AUD USD et une tendance haussière sur l'euro AUD. Mais celle qui est en tendance baissière est sur support majeur, celle qui est en tendance haussière est sous résistance majeure. Que faire? C'est compliqué. Disons que je pense que si l'AUD refranchit les 90-20, là en effet, on aura probablement marqué un point bas sur 89 avec un AUD qui peut se reprendre à ce moment-là vers 93. Donc c'est risqué. J'invite pas forcément à passer long maintenant, si ce n'est que là vous avez du rendement risque. Alors si vous souhaitez y aller maintenant, honnêtement, moi je mettrais le stop sous les bas là, du 13 décembre, parce que si vous souhaitez mettre le stop sous les bas annuels, ceux du 5 août 2013, c'est 88,47. Alors en intervenant maintenant, ça fait un stop à 100 pips, c'est un peu compliqué. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne teste pas le niveau d'intervention vraiment rêvé. Ce serait voilà, un retour des cours vers ces 88, 60, 70. Et à ce moment-là, vous avez du rendement risque. Mais là, intervenir maintenant, il n'y a pas de rendement risque, c'est compliqué, c'est une tendance baissière. Moi, je n'irai pas. Si vous souhaitez y aller, stop sous les bas du 13 décembre. Et si on franchit les 90-20, c'est reparti. Mais c'est vrai que quand je vois où se situe l'AUD USD et où se situe l'euro AUD, je pense que le dollar australien peut rebondir. Le câble, le fameux câble. Alors, le dollar américain, ici, à nouveau le dollar index, stratégie n'a pas changé. J'ai d'ailleurs toujours ici ma position longue la plus ancienne, celle ouverte le 23 octobre, avec un stop actuellement glissant à 10 549. Position longue, on a un dollar américain qui globalement se tâte depuis le 25 novembre, franchit pas de résistance, il casse pas non plus de support, j'ai envie de dire. Je pense qu'il ne se passera rien, peut-être avec demain les chiffres de l'inflation, mais finalement avant mercredi. Donc pour l'instant, moi je ne touche à rien. Tendance haussière depuis mi-octobre, stop 10 549. Le franchissement des 10 650 est toujours
clairement un scénario possible, voire même le plus probable au regard de la tendance des dernières semaines. Et si jamais ils sont franchis, eh bien, nous allons rejoindre les 10 800. Donc ça c'était pour le dollar américain. Oui, donc alors tout à l'heure on essayait de répondre à la question de savoir, alors on a compris pourquoi du point de vue des catalyseurs de marché le 18 décembre a pris de l'importance dans ces trois dates, 18 décembre, 29 janvier, 19 mars, laquelle verra le programme d'achat d'actifs de la Fed commencer à se réduire. On a vu les éléments de conjoncture qui peuvent donner plus de poids au 18 décembre. Maintenant, les baromètres de marché. D'abord le dollar américain. Depuis le 23 octobre justement. Dollar américain qui a gagné, qui a bien rebondi. Ça c'est évident lorsque vous regardez le dollar index. Mais il n'y a pas que le dollar américain comme baromètre, vous avez surtout le rendement obligataire américain. Alors, est-ce que c'est riche d'informations? Alors, on voit que le rebond il a vraiment commencé en mai dernier, avec un gain de 130 points de base. Ici sur le rendement de la dette US, passé de 1,60% sur une maturité 10 ans à aujourd'hui 2,86. Bon, 2,86. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout le mouvement depuis le 23 octobre. Car nous avons eu une hausse conjointe du dollar américain et des taux longs américains. Même point bas, même amplitude, rebond du dollar américain, rebond des taux américains. Est-ce que la réduction du QI3 mercredi prochain, si elle a lieu, est déjà intégrée par le marché? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'elle est déjà dans les cours? Peut-être qu'une réduction légère est déjà intégrée dans les cours. Qu'est-ce que c'est une réduction légère? Je me souviens ce qu'anticipait le marché pour le mois de septembre dernier, une baisse de 5 milliards par mois de dollars des achats d'obligations. Est-ce que cette baisse de 5 milliards est déjà intégrée par le rendement du Trésor américain? Peut-être. Oui, sûrement. Une baisse supplémentaire, un calendrier bien précis de retrait de ces achats d'obligations n'est peut-être par contre pas intégré par le rendement du Trésor. Et enfin, la dernière question, est-ce que M. Bernanke va prendre cette responsabilité d'être le président de la Fed qui aura déclenché la réduction de ses achats d'actifs, ou est-ce qu'il va laisser son successeur, Mme Yellen, être la personne qui l'aura déclenché? Là, honnêtement, je ne sais pas. Personne ne le sait. Tout dépend en fait de ce qu'il a envie de laisser. Dans l'histoire, honnêtement, on peut toujours essayer d'imaginer des cas de figure. On aura la réponse mercredi. Donc, sur l'euro-dollar, il ne devrait pas se passer grand-chose d'ici mercredi, sauf si vraiment demain, on a une rupture sur les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Donc c'est demain à 11 h qu'Eurostat vous donnera le taux d'inflation définitif pour la zone euro au mois de novembre 2013 par rapport à novembre 2012. Si c'est inférieur à 0,9, ça pourrait faire chuter l'euro-dollar. Si c'est en accord avec l'estimation rapide qui a été publiée vers le 20 novembre dernier, il ne se passera rien du tout. Et enfin à 14 h 30, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. C'est pas le baromètre principal qu'étudie la Réserve fédérale des États-Unis, c'est avant tout le marché du travail, la croissance économique, la consommation, mais ça fait partie des agrégats surveillés, donc on essaiera de s'en servir pour un peu affiner le débat et la question à laquelle on essaie de répondre depuis tout à l'heure, à savoir si ce tapering sera effectif ce 18 décembre. Alors le CAC, je vois que ça continue, que ça sent bon, donc objectif 41-47. Divergence complètement active, à moins qu'on s'effondre d'ici ce soir, mais je ne vois absolument pas pourquoi. Donc 4147, ça c'est la target du rebond à court terme sur le CAC. On ira peut-être un peu plus haut, n'oubliez pas le rôle de la moyenne mobile à 20 jours, et ça elle est valable pour l'ensemble des indices européens. Sur l'indicateur technique RSI, surveillez le niveau des 50. Tout au long de l'été, le CAC 40 est resté au-dessus du niveau des 50. C'est un niveau qui fera office de résistance ici sur l'indicateur, surtout si un CAC rejoint la résistance horizontale, que la MM 20 jours arrive et que l'indicateur rejoint à nouveau le niveau des 50. Mais pour l'instant, on voit qu'on a de la marge, encore un peu de marge pour ce rebond technique du marché. Alors les indices US, écoutez, c'est comme on disait tout à l'heure, avec les mèches basses,
On voit bien qu'on a tenu les supports. Le S&P 500 a notamment tenu un niveau de... Non, c'était l'indice Dow Jones, pardon, avait notamment tenu un très beau support hebdomadaire ici. Ça provoque donc un rebond des marchés, support hebdomadaire à 15 660 points. Honnêtement, c'était le scénario tout à fait envisageable d'un marché action américain qui déjà surperforme et qui peut rester tout à fait latéral entre support et résistance. Alors là, les indices US, j'ai bien l'impression qu'ils sont partis pour revenir tester leur récent sommet. Alors on a quand même ici une première résistance à 1800 points, enfin 1796 sur le S&P 500, mais si jamais c'est franchi, le marché peut parfaitement aller rechercher les 1810 points. Le câble, on n'avait pas jeté un œil au câble. Alors ça... Donc le câble, moi je reviens toujours sur cette divergence que j'avais observée entre... donc ici nous sommes en cours de clôture en données journalières. C'était une div que j'avais observée, rappelez-vous, entre le pound index, la livre sterling de manière absolue, et la paire GBP-USD, qui rendait suspect ce top de marché ici. Celui en données en cours de clôture, celui qu'on avait fait à 1,6450. Donc on voit qu'on a cassé ici en cours de clôture les 63,30. Le niveau de support en cours de clôture, on sait que c'est 62,30. Alors, j'ai pas vu qu'est-ce qu'a fait la paire en journalier. Bon. Honnêtement, je pense que le sterling n'a pas tout à fait fini de corriger. Je ne reviendrai pas agressivement à l'achat sur cette paire-là. En tout cas, pas avant un test effectif ici des 62,40, un niveau qui n'a pas été testé encore par le marché. Je trouve que ça reste assez faible. Cette semaine pourrait être une semaine d'accélération haussière du dollar américain. En tout cas, si jamais les 10,650 sont franchis. GBP-USD est donc toujours dans une phase de conso. Attendons au moins que la paire revienne chercher les 62,40 pour ajuster, affiner. Mais je pense toujours que la livre sterling est dans ce marché de consolidation. Attendons au moins 62,40 donc pour tenter quelque chose. Le GBP Yen. Alors, l'euro Yen, où en est-il depuis tout à l'heure? Bon, nulle part. Moi, j'attendrai toujours 142,20 pour intervenir. Le NZD CAD. Ouais, le NZD CAD, il se passe rien. Alors, c'était la grande question. Avons-nous noté ou pas en formation? À suivre. En tout cas, on voit bien ici qu'on a une ligne de coup à tenir. Voilà, tant qu'on tient les 87,50, on n'ira pas plus bas. Si jamais ces 87,50 cèdent en clôture, on a un marché qui ira chercher les 86,20. Donc, surveiller 87,50, c'est vraiment le niveau important ici de support à surveiller sur cette paire. La résistance, c'est 87,85. Donc, si on repasse 87,85, on ira chercher les 88,20. Et si jamais les 87,50 sont enfoncés, au contraire, la paire ira chercher les 86,20. Alors, donc l'Eurostoxx 50 target 3015 points. Bon, on y va d'ailleurs, on y court presque, on y court. C'est le niveau. Alors c'était en fait on va essayer d'enlever quelques niveaux, on y verra plus clair. C'est le niveau en clôture ici qui avait été rompu, le support en cours de clôture. Par contre, vraiment les 3000 points, c'était le niveau qui a été surveillé, qui a été rompu. On voit qu'il y a une div, on rebondit. On est à 29,83. On a un rebond, je pense, qui va aller chercher la zone comprise entre 30,00 et 30,15. Donc encore peut-être là une vingtaine de points à aller attraper en rebond technique sur l'Eurostoxx 50. Alors pour l'indice CAC 40, votre divergence haussière elle est même daily, elle est journalière. Et comme évoqué tout à l'heure, première cible du rebond, 41,47. Si jamais c'est franchi, eh bien oui, on peut probablement aller chercher les 42,00, mais si vous êtes dans le rebond, si vous avez suivi les recommandations d'achat d'Adrien, il me semble d'ailleurs qu'il a déjà sécurisé des gains. 41,47, prenez déjà une partie de vos bénéfices.
Alors idem pose une question sur où peut-on trouver les indices devises, notamment Pound Index, Yen Index, Euro Index. C'est tout simple. Vous avez dans le forum, ici, support, plateforme de trading FXECM. Je vais vous donner le lien exact, donc restez ici. Vous allez ensuite dans MarketScope 2.0. Et ensuite vous avez ici application personnalisée sur FX Code Base. C'est ce site-là sur lequel les informaticiens proposent des indicateurs que vous pouvez ajouter à la plateforme. Et vous avez ici notamment, donc regardez, indice des devises majeures. Alors je vais vous donner l'URL de ce post où Adrien vous explique comment les ajouter. Voilà, hop, c'est dans le fond. Donc allez-y, cliquez dessus sur ce lien. Inscrivez-vous au forum, vous accédez au post. Et puis vous pourrez donc ajouter ces index devises. Attention, n'exagérons pas le rôle de ces index devises, c'est un baromètre général. Voilà, permet un peu de prendre du recul et de comprendre que c'est l'euro monte. L'euro monte depuis un an, l'euro a gagné 7%. Ce n'est pas l'euro-dollar qui monte. Alors l'euro-dollar a monté bien sûr. Ah bah tenez, une idée de trading sur l'euro AUD. Voilà. Donc ça c'est un graphique que vous propose Adrien, sûrement en données hebdomadaires, juste pour vous montrer l'importance du niveau qui est testé par l'euro AUD. C'est intéressant de voir qu'on a euro AUD sous résistance et AUD USD sur support. Donc voilà, on vous indique le niveau. À vous d'avoir un jugement là-dessus et voir ce que vous souhaitez faire. Alors, demandez mon avis sur le DAX. C'est vrai que c'est pas un indice sur lequel je me suis vraiment focalisé. J'étais essentiellement travaillé l'Eurostoxx 50 et le CAC 40, mais j'ai envie de vous dire que c'est un indice fort, beaucoup plus fort, assez largement surperformant par rapport au CAC 40, qui a formé un très beau support ici sur les 8990 points, qui rebondit. Première résistance 9220 points, donc probablement peut-être encore 40 points à prendre. Attention aussi là à la moyenne mobile à 20 jours. Alors, vous avez tout à l'heure à 18 h une formation sur... alors pas une formation, mais on vous donne les grands chiffres économiques qui concernent le broker FXECM et un certain nombre de services. Vous retrouvez notamment donc Dany, membre de l'équipe commerciale. Donc, vous pouvez à ce moment-là, d'ici 18 h, rassembler toutes vos questions sur l'offre et lui poser directement au même endroit. Ce sera le même système. La file commentaire, vous pourrez tous laisser vos questions, il les lira à la suite et il répondra. Demain, notez bien, on se retrouve ici à 14 h 15 et non pas 15 h 15 pour un point sur ce qui aurait été publié le matin sur les chiffres de l'inflation en zone euro et pour suivre en direct l'inflation aux États-Unis à 14 h 30. Et ensuite, mercredi, retenez deux choses, 18 h, formation aux bases de l'analyse fondamentale et on enchaîne à 19 h 45 sur le dur, le marché, la réalité, la décision de la Fed, la conférence de presse de M. Bernanke avec donc Adrien Raymond. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surveillez le dollar australien, surveillez l'euro, euro-yen, euro-AUD, ça plafonne. Surveillez les supports, si ça cède, c'est prise de bénéfices sur ces paires qui ont fermement monté. Bonne fin de journée à tous et à demain de vive voix.